Salut. Bonjour, bonjour. Connectez-vous, chers compatriotes, connectez-vous. Toutes mes excuses déjà pour le retard, parce que, vous voyez, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident avec toutes ces occupations professionnelles. Donc là, je vais faire ce direct, partagez-le, appelez, invitez des compatriotes. Voilà. Donc j'attends que nous soyons assez nombreux pour lancer. Donc connectons-nous. 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 Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, 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 chers compatriotes. Alors, nous allons commencer. Les autres viendront au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Si vous pouvez partager au maximum. Invitez surtout, comme nous sommes dans une page dans le forum, donc vous pouvez inviter tout simplement. Si vous pouvez inviter. Voilà. Alors, nous allons commencer. Je vais d'abord lire l'appel citoyen que j'ai lancé à toutes les forces citoyennes patriotiques camerounaises non partisanes à soutenir la position du parti MRC, avant donc d'apporter des explications et si possible répondre à quelques questions. Le 25 novembre 2019, contre toute attente, M. Maurice Kamto, le président du parti MRC, annonçait solennellement au peuple camerounais que son parti, le MRC, ne participait pas aux élections législatives et municipales prévues le 9 février 2019. Véritable onde de choc. Il a évoqué deux raisons essentielles. Primo, la terrible guerre meurtrière du Nozo qui empêche la participation de nos compatriotes vivant dans ces régions aux élections. Deuxièmement, l'absence de transparence du système électoral camerounais. Certains d'entre nous, pour des raisons surréalistes, se sont livrés à un ensemble de curieuses critiques contre cette décision aux contours et consistances républicains indéniables. Faire un quelconque reproche à ce parti d'avoir pris une telle position relève tout simplement
de l'irresponsabilité citoyenne et patriotique. Tout citoyen épris de justice et d'amour pour notre pays et de ses concitoyens ne saurait en aucune manière contrarier cette béatifiante posture politique du MRC qui aura eu la grandeur de mettre au-dessus de quelques promotions individuelles de ses membres l'intérêt de la nation. Il nous souvient ces plaidoiries suppliantes de M. le bâtonnier Sama Francis, avocat du Social Democratic Front, SDF, devant le Conseil constitutionnel lors du contentieux électoral de la présidentielle du 7 octobre 2018. Il demandait la voix étreinte d'émotion aux membres du Conseil constitutionnel de ne pas valider cette élection qui aura été faite en l'absence de la partie anglophone du Cameroun. Chers compatriotes, organiser une seconde élection sans nos frères et sœurs de la partie anglophone, c'est démontrer qu'ils ne comptent pas pour nous autres francophones. Jamais des élections ne seraient organisées au Cameroun si les régions du centre ou du littoral, par exemple, étaient en guerre, alors que celles anglophones sont en paix. Tout Camerounais qui croit en une nation camerounaise doit refuser la légitimation de facto de la sécession de notre pays par l'organisation d'une seconde élection sans la participation de nos frères et sœurs anglophones. La présidentielle qui a eu lieu en octobre 2018 s'est faite sur la base des différents rapports gouvernementaux selon lesquels les élections pouvaient se tenir grâce à un fort déploiement des forces de défense et de sécurité. Il a fallu voir les images des chaînes de télévision qui ont couvert particulièrement ces élections dans ces zones pour se rendre compte, ou à l'évidence, que le vote a été impossible dans le Nozo. Maintenant que nous avons la preuve et l'expérience du déroulement de l'élection présidentielle dans ces zones, comment pouvons-nous justifier en ce moment l'organisation des élections dans ces zones si mortifères et pavées de sang humain? Plus de 3000 morts, c'est énorme, c'est terrible. Personne ne veut de cette guerre, y compris nos soldats, dont certains me commandent, en tant que pasteur, prédicateur de la parole de Christ, des prières pour leur protection lorsqu'ils sont envoyés au champ de bataille au Nozo. Je dirais d'ailleurs qu'il y a certains qui m'ont appelé, qui m'ont fait part de leurs rêves et qui, quelques jours après, sont morts. Il faut absolument un dialogue et des négociations directes avec les leaders sécessionnistes emprisonnés. Il ne s'agit pas d'un blanc-seing aux atrocités commises par les rebelles, mais d'une démarche courageuse et conséquente pour éviter l'enlisement et la perpétuation de la guerre. Partout où il y a eu des conflits, des discussions et autres négociations ont eu lieu entre forces belligérantes. Nous ne serons pas les premiers ou les derniers à le faire. Ce genre de négociations sont faites parce que la paix n'a pas de prix.
Il y a eu une terrible guerre de sécession au Nigeria dans les années 67 à 70. On a appelé cette guerre la guerre du Biafra. Plus d'1 million de morts, des atrocités de toutes sortes. Mais par la vertu des négociations directes entre l'État nigérian et les leaders sécessionnistes, cette guerre connut sa fin et les Nigérians retrouvèrent la paix. Chers compatriotes, sur le deuxième point, portant sur l'absence de transparence électorale, quel Camerounais, les yeux dans les yeux, peut dire que le système électoral camerounais est transparent? Qui peut dire, sans assombrir sa conscience, que les élections au Cameroun sont justes et qu'elles reflètent la volonté et la liberté du peuple camerounais à élire ses dirigeants? Qui? Les Camerounais viennent d'assister, il y a encore quelques jours, à des scènes antidémocratiques d'une autre époque, honteuses et dégradantes de l'image même de notre pays, du fait des autorités administratives, maires, fonctionnaires de l'administration fiscale, en violation flagrante du principe de neutralité de l'administration et sans aucune admonestation de leur hiérarchie, employée à empêcher à de nombreux candidats de l'opposition de constituer leur dossier de candidature. De quelle démocratie parlent certains? De quelle démocratie parlent certains dans de telles conditions? Nous avons un code électoral unique et plein d'entourloupes. Un code électoral taillé à la mesure de celui qui exerce le pouvoir ou de toute personne qui exercerait le pouvoir plus tard. Nous le savons tous, mais même si certains affirment autre chose publiquement, soit par peur de représailles ou pour satisfaire des intérêts égoïstes et nombrilistes. Le peuple camerounais, depuis son indépendance, et c'est ce qui me fait très mal, y compris après l'instauration législative, donc par les députés, du multipartisme en 1990, n'a jamais connu une élection à l'abri de tout soupçon de fraude. Chers compatriotes, c'est le moment de se lever pour dire que nous ne voulons plus des élections floues dans notre pays. Nous, Camerounais, avons aussi, et nos générations futures avec, le droit et même le désir de vivre des élections démocratiques, comme dans les pays comme le Sénégal, le Bénin, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'adoption d'un code électoral juste et transparent, débattu et accepté consensuellement par nos acteurs politiques et la société civile, est le premier acte, le détonateur, qui marquera à jamais le nouveau départ d'un Cameroun véritablement démocratique tant rêvé. Organiser de nouvelles élections et déclarer de nouveaux députés et conseillers municipaux, parce qu'il s'agit d'une déclaration et non d'une élection,
issu d'un processus que tout le monde sait frauduleux et sur la base d'un code électoral contorsionné serait une autre humiliation et une acceptation de la fraude. À cet effet, j'ai donc lancé cet appel à une mobilisation générale de tous les citoyens, des éveilleurs de conscience publique, patriotes de l'intérieur du Cameroun et de la diaspora, sans aucune considération partisane, les intellectuels, nos intellectuels, les hommes de culture, les artistes, les leaders associatifs, leurs membres et militants, au fin de soutenir dans le débat public, à travers des posts, à travers des commentaires, à travers des communications, et de manière courageuse, la position du MRC visant la suspension des élections législatives et municipales du 9 février 2019 jusqu'à la résolution de la crise anglophone par des négociations directes entre le gouvernement et les leaders sécessionnistes emprisonnés et la mise en place d'un système électoral transparent. Telles sont donc, chers compatriotes, les motivations détaillées de mon appel au soutien de la décision du mouvement pour la renaissance du Cameroun, autant pour moi, qui demande au gouvernement de régler la question anglophone par des négociations directes avec les leaders sécessionnistes, ce qui induit naturellement leur libération. Et aussi qu'il y ait une modification du système électoral dans son ensemble. Comment pouvons-nous penser que cette décision n'est pas juste, équitable pour notre démocratie, pour notre pays? Depuis que le professeur Maurice Kamto a fait cette annonce, je lis des commentaires, des posts, et je vous assure que j'en tremble. J'en tremble. Parce que là, j'ai l'occasion de voir l'état de déliquescence morale de certains de nos compatriotes. Comment pouvons-nous être contre la justice? Comment pouvons-nous être contre ce qui est honnête à ce point? Il ne s'agit pas d'adhérer au MRC. Je ne fais pas partie du MRC. D'ailleurs, lors de la campagne présidentielle, je n'ai pas soutenu le professeur Maurice Kamto et le MRC. J'ai soutenu M. Cabral Libi. Et certains, au vu de ce soutien, qui n'était qu'un soutien citoyen, libre, ont pensé que je suis de ce parti. Je ne suis d'aucun parti. Je suis ce qu'on appelle un éclectique. Un éclectique, c'est qui? C'est une personne qui prend ce qui est bien de chaque côté sans être neutre. Je ne suis pas neutre. Je prends toujours position pour la vérité, d'où qu'elle vienne. Parce que pour moi, la vérité n'a pas de coloration. La vérité n'a pas de tribu. La vérité n'a pas de parti. La vérité, c'est la vérité. Et la vérité se place au-dessus de tout le monde et elle s'impose. C'est un idéal de vie que j'ai décidé
d'avoir. Je ne prendrai jamais position pour ce qui n'est pas juste, quel que soit le prix à payer. Je ne soutiendrai jamais ce qui est faux, ce qui est frauduleux, parce que j'aurai des intérêts à préserver. Non, je le dis aujourd'hui au peuple camerounais, non. Je l'ai dit à ma famille, je l'ai dit à tous ceux qui me sont proches, je l'ai dit à mes anciens camarades du RDPC parce que j'y étais. Je leur ai dit, ils m'appellent, plusieurs m'envoient des messages pour me dire, tu soutiens Kanto, tu ne vois pas que Kanto, c'est les Bamileke qui sont là-bas. Je vais vraiment le dire de cette manière, je vais répondre, je me fiche de la tribu ou de la coloration tribale de M. Maurice Kamto. Je regarde les idées. Si les idées sont bonnes, je les soutiens. Si M. Paul Biya dit ou alors pose un acte qui est juste, je le soutiendrai, je soutiendrai cet acte. Je ne prends pas des positions partisanes pour plaire à qui que ce soit. Et vous avez dû constater, dans mon appel citoyen, j'ai mis homme d'église. Parce que la devise d'un homme d'église, c'est de plaire à Dieu et non aux hommes. Or, Dieu, c'est ce qui est juste. Je ne vais pas enténébrer mon âme parce que je dois prendre des positions qui vont plaire à certains intérêts ou à mes intérêts. Je le refuse. J'ai décidé de marcher dans la vérité. Et cette position du MRC est une position vraie et juste. C'est une position vraie et juste. D'autres viennent me dire, regarde, il s'est contredit. Pourquoi le MRC, Maurice Kamto, est allé aux élections présidentielles? Et maintenant, il dit qu'il n'y va pas. Premièrement, sans défendre sa position, j'étais de ceux qui ont voulu que les Camerounais aillent aux élections. Pour moi, c'était un défi. Un défi contre les sécessionnistes pour montrer qu'on peut tenir des élections malgré leurs appels. Parce que si on ne tenait pas ces élections-là, ils allaient se dire qu'ils ont gagné, ils ont réussi, parce que c'était le but. En plus, il y avait des rapports gouvernementaux et sécuritaires. Et l'ECAM l'a dit, les gouverneurs l'ont dit, les ministres de l'administration territoriale l'ont dit, que des élections vont se tenir et pourront se tenir parce qu'il y aura des corridors sécuritaires qui vont encadrer les élections. J'ai d'ailleurs même défendu cette position. Mais la réalité n'était pas celle-là. On a vu plus tard qu'il n'y a pas eu élection dans le Nozo. Il n'y a pas eu élection. Moi, j'ai regardé un documentaire de France 24 qui montrait qu'il n'y avait personne. Alors, je me suis dit qu'on ne peut pas, on ne peut plus refaire des élections au Cameroun sans régler cette question. Nous avons vu, nous qui avons suivi, et vous aussi, les plaidoiries des avocats au Conseil constitutionnel, le bâtonnier Sama Francis, qui réside à Bamenda, il suppliait le Conseil constitutionnel de ne pas valider cette élection. Parce qu'après coup, on s'est rendu compte que les populations anglophones n'ont pas pu participer aux élections, à cette élection. Alors, faire le reproche aujourd'hui à Maurice Kamto de dire qu'au vu de l'expérience des présidentielles, nous ne pouvons pas organiser des élections dans le Nozo sans régler la question anglophone. En quoi cela est une contradiction? Il a une expérience. Et nous avons cette expérience. Lors des présidentielles, il n'y a pas pu avoir élection. Comment pouvons-nous savoir qu'il n'y allait pas avoir élection s'il n'y avait pas eu ces présidentielles? Il fallait bien qu'il y ait des élections pour que maintenant nous puissions juger. Et c'est ça d'ailleurs qui amène dans le bâtonnier Sama
le SIF a demandé l'annulation de ces élections parce qu'au nord-ouest, au sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection. Où est la contradiction dans cette démarche? Donc, il est question de repartir, faire des élections, alors que nous voyons très bien que cela a été impossible lors des présidentielles. Alors que nous voyons très bien que la question anglophone, la guerre dans le Nozo continue, au point où la communauté internationale est alertée. Certaines personnes viennent dire que oui, on a maîtrisé la situation. On a maîtrisé quelle situation? Bon, si la situation est maîtrisée, que font encore tous ces jeunes filles, ces jeunes anglophones, ces familles anglophones qui sont à l'intérieur du pays, dans les familles? Et d'autres qui vivent en plein air. Pourquoi encore tous ces dons du ministre Atanganji? Au nord, dernièrement, c'était, je crois, à Bapoussam, aux populations déplacées, et à Fumban, aux populations déplacées. Pourquoi donc? Les faits sont là, les faits sont têtus. Qu'est-ce qui justifie la présence de mesdames, les secrétaires généraux, les secrétaires générales de la francophonie et du Commonwealth au Cameroun et celle du président de la Commission de l'Union africaine, M. Fakir? Qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est parce que ça ne va pas au nord-ouest. Il ne s'agit pas de prendre position pour dire que oui, nous devons être contre ce que le MRC dit. Non. Le MRC a-t-il raison? Au vu de la situation dans le nord-ouest, ces frères anglophones, ces sœurs anglophones, vous croyez que quand nous participons aux élections, moi je suis leur direct. Je suis la télévision des sécessionnistes. Je suis les directs des compatriotes anglophones. Je suis leur direct sur Facebook. Ils disent que, voilà, ils organisent l'élection, ils disent que vous êtes Camerounais. Est-ce qu'ils comptent, vous comptez pour eux? Ils font ce qu'ils veulent. Tant que Yaoundé respire, ils aiment bien citer ça. Tant que la République Cameroun respire, tout le Cameroun respire. J'entends souvent, ils disent ça. Et ils disent à ceux qui veulent être Camerounais, ceux qui veulent rester républicains, que mais regardez, vous ne pouvez même pas voter. Ils votent, ils vivent comme si vous n'existez pas. Et vous dites que ces gens-là vous aiment. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. J'ai pris cet exemple de Yaoundé et de Douala, ou bien des régions du centre ou du littoral. S'il y avait des guerres dans le centre, dans le littoral, y aurait-il des élections? Y aurait-il des élections? Dites-moi. Pourquoi mépriser? Parce qu'il s'agit du mépris ou alors être insensible à la situation des populations anglophones. Vous allez me dire que oui, ce sont les anglophones qui ont voulu la guerre. Non. C'est un groupe. Je dirais même par rapport à la population anglophone, un groupuscule qui a décidé de faire la guerre. Pourquoi faire payer dans le prix à ces populations anglophones? C'est une position léonine qu'on retrouve dans les fameuses fables de La Fontaine, particulièrement le loup et l'agneau. L'agneau qui devient coupable du fait de ses frères. Pourquoi devons-nous rendre coupables les anglophones du fait d'un groupuscule qui a décidé de prendre des armes? En les sanctionnant, en leur empêchant d'aller aux élections. Non. Soyons sérieux, chers compatriotes. Soyons sérieux. Il ne s'agit pas d'une position, il ne s'agit pas d'entrer ou bien d'être membre du MRC pour voir cette réalité. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Maurice Kamto, ceux qui ne l'aiment pas, que tout ce qu'il dit n'est pas bon. Moi, je n'oublierai jamais que cet homme est celui qui nous a redonné Bakassi. Je n'oublierai jamais. Parce que je sais ce que c'est faire des conclusions. Je sais ce que c'est préparer un dossier comme celui-là. Et aujourd'hui,
tout ce qu'il dit est mauvais parce qu'il a créé un parti politique, parce qu'il veut être président de la République. Est-ce qu'il est interdit d'avoir cette ambition? Où allons-nous avec ce degré de haine? Où des individus sont obligés de prendre des positions. Moi, j'en tremble quand je lis certaines choses. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi la haine peut arriver à ce point où vous oubliez les valeurs républicaines, les valeurs de consensus, les valeurs d'union, des valeurs d'unité, des valeurs de compassion, parce que nous formons une nation. Il y a eu des élections en octobre 2018, oui, mais devrons-nous encore aller aux élections avec de telles conditions et dans de telles conditions, en excluant nos frères et sœurs pour une seconde fois? Tout ça pour démontrer quoi? J'entends certains dire que oui, on ne doit pas reporter ces élections, sinon Maurice Kamto va croire qu'il est le plus grand. Mais mon Dieu, où allons-nous? La République n'est pas une république de position tranchée. La République, ce qu'on attend par République, c'est le consensus. Je lisais un commentateur, un intellectuel camerounais qui disait que non, si le président Biya reporte ces élections-là, il va perdre son autorité. Mais qu'est-ce que vous appelez l'autorité? Ce n'est pas l'autorité d'un homme. L'autorité, c'est la République. Devrons-nous sacrifier notre pays parce que cette position-là va remettre en question l'autorité du président de la République? Un président de la République n'est pas un dictateur dans la République, que quand il prend une position, c'est ce qui doit être appliqué. Non. Un président de la République, c'est une personne qui fait des arbitrages. C'est quelqu'un qui mène les peuples vers le consensus. Un leader d'un peuple, c'est celui qui écoute, qui entend tout le monde et qui va maintenant essayer de mettre tout le monde d'accord en prenant des positions, pas les siennes. Parce que lui-même, il est le fruit d'une élection, en principe. Ici en France, qui est l'exemple patent de ce que nous avons au Cameroun, parce que nous avons copié la France. Nous avons copié la Constitution, la République française, les lois françaises. Nous les avons copiées. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays quand il y a un problème? Le gouvernement prend position. Et si ça ne va pas, le gouvernement rapporte sa position tout simplement. Le président ne perd pas pour autant son autorité. Il y a des lois qui ont été votées dans ce pays, soutenues par le gouvernement. Et quand le peuple a dit non, le gouvernement a dit cette loi-là, nous l'écartons. Ça se passe tous les jours, c'est ça la République. La République, c'est le consensus. La République, ce n'est pas des positions d'autorité. J'ai entendu le ministre de l'administration territoriale l'autre jour à la réunion des gouverneurs. Il parlait à l'opposition comme s'il parlait à des moins que rien. Dans un pays démocratique, non. On ne parle pas comme ça à l'opposition. Ce sont des acteurs politiques qui sont d'ailleurs consacrés par la Constitution. Les partis politiques concourent au suffrage universel, à la vie politique. Un leader de parti politique est protégé par notre Constitution. D'où vient-il qu'on parle aux leaders, aux partis d'opposition, comme s'il s'agissait des va-nu-pieds, des personnes qui troublent? Ce n'est pas ça la République. Ce n'est pas ça la République. Et vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on regarde ça? Où allons-nous? J'ai eu l'occasion, dans mes recherches, de lire un peu les débats avant l'indépendance, le multipartisme au Cameroun. Mais il était vivace, la qualité des débats.
On critiquait le Premier ministre. On les démissionnait à l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre à l'époque, c'était pratiquement le président de la République. C'était des hommes qui ont vécu dans la démocratie. Et depuis que nous sommes indépendants, après c'était le parti unique. Là, c'était vraiment la mort de la démocratie. En 90, nous adoptons la démocratie. Mais il s'agit de quelle démocratie? Tous les Camerounais ont vu ce qui s'est passé lors de la constitution des dossiers de candidature. J'ai vu peu de personnes se lever pour crier, pour dire que ce n'est pas normal ce que les sous-préfets, les maires font. L'administration fiscale qui soumet les candidatures au paiement de l'impôt. Alors que la loi parle de certificat de non-imposition et de certificat d'imposition. C'est quoi le certificat de non-imposition en fiscalité? Ou le certificat d'imposition? C'est là qui prouve que vous êtes soumis à un impôt. La carte de contribuable aurait suffi pour ceux qui sont imposés. C'est la preuve de l'imposition. Et celui qui n'a pas de carte de contribuable, on lui délivre un document pour dire qu'il n'est pas assujetti à un impôt au Cameroun. C'est ça la non-imposition. Ça ne veut pas dire non-redevance. Parce que la non-redevance, ça veut dire quoi la non-redevance? Que vous êtes à jour de vos impôts. Lisez même l'acte. Ces attestations-là, vous allez bien voir que cette entreprise, cet individu ne doit pas d'impôt à l'administration fiscale, à l'État. Il est non redevable. Alors, de quoi s'agit-il? On dit même là, dans ce document, il est à jour. Alors, quand il y a ce genre de blocage, tout le monde sait ce qui se passait. Tous ces partis d'opposition, les vrais, ceux qui ne sont pas de la majorité présidentielle, ont eu des difficultés. Ils n'ont pas pu déposer les dossiers parce que les sous-préfets bloquaient. Qu'est-ce qui se passait? Un parti d'opposition ne peut pas, vous ne pouvez pas, vous êtes candidat. Vous ne pouvez pas aller déposer, payer une quittance par exemple au trésor. Quand vous n'êtes pas sûr que le maire va signer votre extrait d'acte de naissance ou alors le sous-préfet votre attestation de domicile. Donc vous allez payer la quittance après. Alors on vous bloque au niveau du certificat de domicile, on vous bloque au niveau de l'extrait d'acte de naissance. Et comme certains Camerounais sont, je ne sais pas, ou zombifiés, je ne comprends pas, ils étaient obligés d'aller acheter, d'aller corrompre pour avoir ces pièces. Des Camerounais, des partis d'opposition, beaucoup ont corrompu. On donné de l'argent aux maires, 500 000, 200 000, 300 000, pour que leur dossier, 50 000, pour que leur dossier passe. D'autres sont allés corrompre les services des impôts. Et ils disent que oui, j'ai mon dossier est prêt. Mais, chers compatriotes, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité dans laquelle, la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Donc au Cameroun, tout doit être faux. Faux et faux et faux. La fraude est acceptée de tous et tout le monde doit se taire. Je lisais encore ce commentaire nauséeux de quelqu'un qui disait que mais est-ce que tu ignores comment on fait pour avoir les pièces? Votre parti devait le faire. Parce qu'en politique, il faut être intelligent. Intelligent en allant corrompre pour avoir des pièces que vous devriez avoir. On a vu ces sous-préfets. Moi, j'ai suivi des commentaires, des débats où les gens disaient que non, les sous-préfets sont mal formés. Mais vous parlez, vous trouvez des excuses. Mais c'était organisé. C'était organisé. Vous croyez qu'un sous-préfet peut prendre sur lui d'être zélé à ce point si le gouvernement veut organiser des élections? Est-ce qu'il y a eu des admonestations? Est-ce que l'administration, leur hiérarchie les a repris en disant que par un communiqué que vous devez signer les documents au Camerounais? Il y a eu un rappel à l'ordre? Y a-t-il eu? Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi devons-nous accepter ce qui est faux? Pourquoi devons-nous accepter la fraude? Et quand on se remet, on essaie de remettre ça en question, d'autres viennent vous dire que non, vous prenez position pour tel ou pour tel autre. Mais ce n'est pas une affaire de position.
Quand quelqu'un dit quelque chose qui est vrai, nous devons soutenir cela. C'est pour le bien-être, c'est pour la paix dans notre pays. Ce cumul de frustration là, c'est quoi? Je suivais encore le président d'un parti politique, le jeune Atangana Emilien, qui avait fait un post qui disait que il était 20h18, minuit 18. Le RDPC n'avait pas encore déposé son dossier de candidature. Et ils sont arrivés là à minuit 33. Mais au moment où il était minuit, il était là, il disait que moi voici devant là, ils ne sont pas là. Il était dans la salle. Bon, dites-moi par quelle magie le RDPC a déposé son dossier à l'heure. Et les gens acceptent. Je suivais encore ces jeunes de l'extrême nord, une de leurs vidéos, qui disait que 900 de leurs camarades ont été désinscrits sur les listes de l'ECAM. Ils avaient les récépissés, mais leur nom ne figurait pas parce qu'il fallait avoir l'attestation d'inscription sur les listes électorales. Et quand ils allaient fouiller, bien qu'ils avaient entre leurs mains les récépissés qu'on donne quand vous vous inscrivez sur une liste électorale, leur nom n'y figurait pas. Et ils étaient près de 900. Ça, c'est dans une petite... Je crois que c'était à Maroua. Mais imaginez-vous ce qui s'est passé au Cameroun. Lors du contentieux électoral, lors des dernières élections, nous avons fait le constat qu'il y avait des candidats, des Camerounais qui avaient des numéros, leur numéro de carte d'électeur était 8 millions, quelque chose, 7 millions. Mais quand Elekam vient dans le nombre d'inscrits, ça s'arrêtait à 6 millions ou 7 millions. Alors, il y a un problème sur la numérotation. Et nous avons bien vu que les numéros se suivaient. Qu'est-ce qui a pu justifier cela? Et ce jour-là, tout le monde sait. Beaucoup de Camerounais ont vécu ça. Ils arrivaient devant les salles où ils étaient indiqués sur leur carte d'électeur qui sont inscrits dans tel bureau de vote, mais leur nom n'y figurait pas. On dira que oui, Elekam ne sait pas qui est de tel parti. C'est faux. C'est faux. Il y a eu un mouvement d'inscription. Il y a des partis qui ont inscrit, qui ont mené des campagnes d'inscription aux élections. Je prends le cas de Cabral Libi. Il a fait inscrire beaucoup de jeunes aussi, qui venaient en vague. Et on savait très bien que ces jeunes-là, la plupart des jeunes, avaient écouté ou avaient suivi ce mouvement, cet appel à l'inscription sur les listes électorales. Le MRC aussi a vécu cela. Mais pourquoi aujourd'hui les gens veulent faire comme si ce n'était pas vrai et dire que oui, il faut aller aux élections? Quelles élections? Il s'agit de quelles élections? Vous savez ce qu'on appelle élection? Élection, ce n'est pas d'aller assister à une opération de fraude. Où allons-nous? Pourquoi acceptons-nous tout ce qui est faux? C'est ce Cameroun que nous voulons laisser à nos enfants? Ces jeunes qui voulaient s'inscrire sur les listes pour être conseillers municipaux, qui n'ont jamais fait la politique, qui ont 23 ans, 24 ans, qui arrivent là pour la première fois, et qui sont obligés d'aller corrompre pour avoir un document, ou alors de voir des blocages qui ne correspondent pas à la loi. Qu'est-ce que ces jeunes-là vont passer? On est en train de fabriquer quoi? On est en train de fabriquer quoi? On est en train de fabriquer un jeune qui sera corrompu, et corrupteur lui-même. Ainsi de suite, et la corruption va continuer. Chers compatriotes, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le code électoral du Cameroun, j'ai écrit, est anticonstitutionnel. Il viole la constitution du Cameroun sur différents points. C'est démontré scientifiquement. Je l'ai fait sur ma page. Je l'ai fait sur les forums. J'ai démontré cela. Que notre code est anticonstitutionnel. En prenant cet exemple du contentieux sur les législatives, vous vous rendez compte de la gravité de ce qui a été dénoncé l'autre jour par le professeur? Et que nous avons aussi eu à dénoncer quand je disais qu'au Cameroun, il n'y a pas de contentieux des résultats aux élections présidentielles et législatives. Et même
Au municipal, ce n'est pas écrit qu'il y a possibilité de contester un résultat. On dit que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection. Il peut soit l'annuler partiellement ou totalement. Voilà son travail. Donc, il peut simplement annuler l'élection partiellement ou totalement. S'il y a fraude au cours d'une élection législative, on vous dit, la loi dit que vous devez mentionner le nom de l'élu. Vous devez mentionner le nom de l'élu dont vous contestez l'élection, de la personne dont vous contestez l'élection. Mais c'est écrit l'élu. Or, au moment où le Conseil constitutionnel siège, il n'y a pas encore proclamation de l'élu, puisque les élus seront proclamés après les audiences de Conseil constitutionnel. La fameuse audience solennelle. Donc, vous aurez le nom de l'élu quand? Au moment où il y a contestation devant le Conseil constitutionnel. À quel moment auriez-vous le nom de cet élu? Donc, vous ne pouvez pas contester l'élection législative. Vous voyez que c'est faux et faux et faux. Et vous voulez qu'on ait cette élection en disant qu'on a participé à l'élection. Quelle élection? Vous avez vos PV. Vos PV mentionnent que vous avez gagné. En principe, dans un système démocratique transparent, vous allez devant le juge, vous faites valoir votre PV en disant que voilà, cet acte authentique qui atteste que j'ai gagné. Mais on vous dit que non. Dans votre requête, sous peine d'irrecevabilité, vous devez mentionner le nom de la personne qui a gagné. Or, le nom de la personne qui a gagné sera donné à la fin du processus, c'est-à-dire à une autre audience après le contentieux. C'est pourquoi, en 2013, tous ceux qui ont contesté les élections législatives ont été déboutés. Le Conseil constitutionnel, qui était la Cour suprême, a déclaré toutes ces requêtes-là irrecevables. Parce que personne n'avait pu mentionner le nom de l'élu dont il contestait l'élection. Alors, comment pouviez-vous être insensible à une telle injustice, à un tel code, mais à une telle iniquité? Comment pouvez-vous être insensible? Comment pouvez-vous soutenir qu'il faut aller aux élections? Moi, je n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, pour être cohérent, au moment de la convocation, au moment de la convocation du corps électoral, j'avais fait une lettre ouverte au professeur Maurice Kamto et à Cabral Libby de se rencontrer pour exiger la modification du code électoral avant la tenue des élections. C'est un appel qui a été lu par plusieurs Camerounais. Dernièrement, j'ai rencontré M. Cabral Libby pour lui dire qu'il était question de mutualiser avec le professeur, pas pour constituer des listes, mais pour faire des demandes conjointes, donc une mutualisation des forces. Et j'appelle toujours à cette mutualisation des forces de l'opposition. Il ne s'agit pas de mixer des listes comme je vois des mixages des listes. Ça, c'est quoi? Vous allez bien gagner. C'est démontrer que c'est le RDPC ou le pouvoir qui va donner des postes à qui ils veulent. Comble de l'absurdité. J'entends des Camerounais dire que oui, le MRC, le professeur, a détruit les destins de certaines personnes. Mon Dieu. On devient député ou maire ou conseiller municipal parce que c'est un destin. C'est un destin. Mais je crois que c'est pour servir le peuple. C'est pour l'intérêt général. Il s'agit de quoi là? Donc, on doit sacrifier les intérêts supérieurs de la nation pour certains individus qui veulent avoir des postes, qui veulent apporter le titre de député, avoir l'écharpe de maire. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la politique n'est pas aussi d'amener le peuple à bien vivre?
Ce n'est pas ça le but ultime de la politique. C'est ridicule, ce genre de reproche. Comment quelqu'un, j'ai suivi Célestin Djamène, pour qui j'avais beaucoup de respect, dit des choses intolérables, impossibles. Oui, il fallait quand même qu'on ait des députés. Mais des députés pour faire quoi? Des maires pour faire quoi? Que vaut un maire au Cameroun? Vous n'avez pas vu ce que le pouvoir a fait, le pouvoir exécutif a fait? Depuis l'instauration de la démocratie, partout où l'opposition pouvait gagner, on a nommé des délégués du gouvernement. Et Deya, Konsamba, vous n'avez pas vu cela? Partout où l'opposition pouvait percer, on a nommé des délégués du gouvernement. À Douala, il n'y a pas de délégués. C'est vrai que ça existe depuis. Mais à Douala, il y a des délégués du gouvernement à Yaoundé. Mais à quoi sert un maire? À quoi sert un maire sans pouvoir? Et vous voulez que nous gérons cela, nous acceptons cela? Parce qu'un individu doit être maire. C'est sa carrière, il est venu en politique pour être maire. Je salue le professeur Maurice Kamto d'avoir pris cette décision. Pour écarter de son parti toutes ces personnes qui viennent là pour chercher des postes. En réalité, pour chercher pour nous faire les poches. C'est pour nous faire les poches, faire nos poches. Où est l'intérêt général? Où est l'intérêt supérieur de la nation? Où est l'intérêt général? Où est l'intérêt supérieur de la nation dans tout ça? Où allons-nous? C'est devenu un crime au Cameroun de supporter ce qui est juste. Qu'on l'aime ou pas, les arguments donnés par le MRC et son leader sont des arguments justes de justice sociale. Et c'est pour ça que je soutiens et je demande aux citoyens patriotiques, aux citoyens qui aiment le Cameroun, qui croient en une nation camerounaise forte, juste, qui se soucie du bien-être collectif, de soutenir cet appel. Le code électoral, juste et transparent, qu'est-ce que ça va nous permettre? D'élire des personnes qui méritent d'être élues, des personnes que nous avons choisies, pas des personnes qui seront imposées, pas des personnes qui passeront par des milieux exotériques pour arriver là. Parce que ce que vous ne savez même pas, c'est que les sectes sont en train de prendre le Cameroun en otage. Nous sommes otages des sectes. Il y a le professeur Messanga Nyamdi qui en parle, mais les gens écoutent ça, comme s'ils s'amusaient. C'est très grave. Les cooptations dans les sectes, dans les milieux exotériques. Pour être là, il faut appartenir à telle secte, à tel ordre. Partout, ils ont inféodé tous les systèmes. Or, ce que nous voulons, et ce qui est juste, c'est que nous ayons au Cameroun des élections qui permettent à cette maman du quartier, à ce benséquineur, à ce patron, à ce fort, à ce puissant, à ce faible, à cet orphelin, d'élire la personne qu'il veut. Pourquoi devons-nous accepter qu'on nous imposa des personnes que nous ne voulions pas, ou que nous n'avons pas élus et dit que ce sont nos élus? Ce ne sont pas nos élus. Aujourd'hui,
Les Camerounais ont un code de procédure pénale. Il a fallu, ça je vais le dire, en toute humilité, que avec des confrères, que nous montions un mouvement de jeunes avocats pour demander l'adoption de ce code électoral. C'était en décembre 2004. Nous avons organisé une grève d'avocats qui a duré un mois. J'étais la tête de file de ce mouvement. En 2004, contre l'avis du Conseil de l'ordre, nous avons tenu des réunions et nous avons dit palais mort tant que ce code électoral, ce code de procédure pénale n'est pas adopté. Et ce code de procédure pénale qui permettait aux avocats d'aller dans les commissariats défendre les clients parce que nous savions ce qui se passe là-bas. Les tortures en n'en plus finir. Même si aujourd'hui ça continue, ceux qui le font sont dans l'illégalité. Et ils ne reconnaissent jamais qu'ils l'ont fait parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'illégalité. Au moins, le principe est posé. Avant, il n'y en avait pas. Les avocats ne pouvaient pas entrer dans un commissariat de gendarmerie. Ce code électoral avait été rédigé 30 ans auparavant par, à l'époque, Bernard Mouna, feu Bernard Mouna, qui vient de nous quitter. Le professeur Meloni, feu professeur de droit Meloni, parce que je crois qu'ils sont deux. Donc, le feu professeur de droit Stanislas Meloni. Et bien d'autres, Tamak Peter. Ils avaient déjà rédigé le code de procédure pénale. Mais il était dans les tiroirs. Il fallait le sortir de là. Et c'est grâce à une mobilisation de jeunes avocats que les Camerounais ont aujourd'hui le code de procédure pénale. Nous avons bloqué le fonctionnement de la justice au Cameroun pendant un mois. Dernièrement, ces 5 jours, vous avez vu les dégâts que cela a fait. Mais là, c'était un mois, décembre 2004. Le vice-premier ministre Amadou Ali a convoqué une réunion où il a pris l'engagement solennel de faire adopter ce code de procédure pénale. Et c'est à l'issue de cette réunion que nous avons levé, et cet engagement que nous avons levé notre mot d'ordre. Parce que nous étions prêts à aller jusqu'au bout. Et à la session de juin 2005, à l'Assemblée nationale, il a fait adopter le code de procédure pénale que nous avons aujourd'hui. Ceux qui sont en train de critiquer le MRC d'avoir pris position pour l'adoption du nouveau code de procédure, d'un nouveau code électoral, d'un code électoral consensuel, seront les premiers à en jouir. Quel reproche pouvez-vous faire au MRC d'avoir pris une telle position? Vous parlez d'incohérence. De quelle incohérence? Oui, ils sont allés aux dernières élections avec ce code. Mais ils ont vu ce que ce code peut faire comme dégâts en démocratie. Et ils ont décidé maintenant de ne plus aller avec ce code. C'est de la cohérence. Oui, il a dit, il a appelé à aller à l'élection, il a même dit, tout ce qu'il a dit là n'est pas important. Ce qui est important, c'est la position qu'il prend. Est-ce que la position est juste? Il se serait peut-être trompé avant. Mais si aujourd'hui, il revient à de bons sentiments, parce qu'il est dit que seuls les imbéciles ne changent pas, il vient donc de démontrer aux MRC qu'ils ne sont pas des imbéciles. Ils ont décidé de ne pas aller à cette élection. Où trouvez-vous le mal? Où trouvez-vous le mal? Dites-moi. Alors, il faut cesser, arrêter de critiquer cette position. Et en plus, je tiens à rappeler à certains que le combat politique, c'est d'avoir des élus pour que ces élus-là aillent changer les choses. Si vous avez des élus qui ne peuvent pas changer, ça sert à quoi? À quoi vous ont servi tous ces députés de l'UNDP, du SIF au Parlement? Vous avez appris un jour qu'ils ont réussi à faire adopter un projet, une proposition de loi là-bas? Vous avez appris ça? Quel est leur impact? Qu'est-ce que ça a apporté au Cameroun? Qu'est-ce que ça a apporté, leur présence là-bas? L'acte du MRC, par contre, est un acte politique fort parce qu'il pose effectivement la question de la révision du code électoral. Et cet acte-là a plus d'impact que la présence des députés, des futurs députés à l'Assemblée nationale. Vous dites aujourd'hui qu'il faut aller aux élections. Oui, ils vont élire les députés et après ils vont modifier le code électoral pour les années futures, dans 7 ans, 6 ans. Ça, c'est la tourloupe, ça.
Au moment où ils ne seront plus là, oui, maintenant vous pouvez avoir la démocratie. Donc nous devons encore vivre pendant 7 ans dans cette situation. Nous n'allons pas attendre. L'acte politique du MRC est un acte fort. Même si des élections sont organisées, l'histoire retiendra qu'il y a eu un parti politique et son leader qui ont sacrifié les intérêts personnels au profit de l'intérêt général. C'est ça qu'on appelle entrer dans l'histoire. L'entrée dans l'histoire, ce n'est pas le fait d'avoir des députés. Est-ce que vous connaissez encore tous les noms de tous ces députés qui sont passés par cette assemblée? Vous les connaissez? Ceux qui ont été là, il y a peut-être à l'avant-dernière législature, vous les connaissez? Ils vous ont servi à quoi? Ces maires qui sont passés là, ils vous ont servi à quoi? C'est quel égoïsme ça? On pense, oui, il y a des jeunes qui avaient déjà constitué les dossiers et maintenant, ils sont là, ils ne peuvent plus, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Mais ce n'est pas possible. Mais c'est l'acte qui a été posé qui est plus important que leur dossier, que leur argent. Donc, ils ont mis l'argent là parce qu'ils veulent le récupérer après. C'est de ça qu'il s'agit. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Une personne qui vient vous dire ça, mais renvoyez-la. Ce n'est pas un Camerounais, ce n'est pas un citoyen, c'est quelqu'un de... C'est un carriériste, un nombriliste. Il n'est pas digne de la République. Il n'est pas digne des sacrifices. Quand les fils du Cameroun, comme Oumniobé, les Félix Moumié sont morts. Ils ont laissé de leur vie. Il y a des personnes qui pleurent leur poste de député qu'ils auraient pu avoir, entre guillemets, ou de conseillers municipaux ou de maires d'un petit arrondissement, je ne sais pas de quelle petite ville, de quel petit bled là-bas. Est-ce que vous vous rendez même compte quand vous faites certaines déclarations? Est-ce que vous vous rendez même compte? Comme il y a du chômage maintenant, d'autres se disent que oui, en étant maire, je vais travailler, j'aurai l'argent, je vais voler. C'est ça? Ou bien quand je serai député, j'aurai un salaire. C'est de ça qu'il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit? Où est donc l'ambition nationale? Où est l'ambition patriotique, le nationalisme? Il est où? J'aime mon pays, j'aime mon pays. Vous aimez quel pays? C'est des histoires, c'est des slogans. Vous n'aimez pas le Cameroun? Venez déclarer que j'aime le Cameroun, j'aime mon cher et beau pays. Quel cher et beau pays? Vous n'aimez pas le Cameroun, vous n'aimez même pas les Camerounais, vous n'aimez même pas les pauvres, vous détestez les pauvres de votre pays. Je ne sais pas si vous avez la même compassion que j'ai quand je vois ces petits-enfants assis par terre pour écrire à l'école. Moi, je ne sais pas si vous avez la même compassion pour voir certaines images de quartiers malfamés, dans les conditions dans lesquelles certains Camerounais vivent. Quand on me dit qu'il y a un Camerounais qui gagne 40 000 francs, 50 000 francs, vous vous imaginez? Et vous dites député, vous voulez être député de la nation et vous n'avez pas en souci l'intérêt national, l'intérêt de ces pauvres. Pourquoi détestez-vous les pauvres de votre pays? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez changer quoi dans une assemblée où vous êtes convaincu que vous n'aurez pas la majorité? Ayez l'ambition dès le départ en disant que oui, je vais à cette élection pour être dans la majorité parce que je vais changer les choses. C'est légitime à ce moment-là, même si après, les résultats ne sont pas favorables. C'est la démocratie, vous acceptez. Mais au moins, vous avez eu la conviction, vous avez eu cet engagement à changer, à vouloir changer les choses. Vous voulez être député pour être député? Mais c'est pas possible. Je ne comprends pas. Je vois quelqu'un dire oui, il aurait dû dire à tel parce que là vraiment c'est mauvais ce qu'il a fait. Tel espérait, tel croyait que... mon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. La politique du ventre.
Ah non, je suis désolé. Je suis désolé, chers compatriotes. Alors, pour terminer, je vais donc encore lancer un appel aux Camerounais de bonne foi et plus de justice, sans considération partisane, de soutenir cette position du MRC. Je vais aussi lancer un appel à ceux qui exercent le pouvoir et au RDPC que la République n'est pas une République des égaux. La République est bâtie sur un concept qu'on appelle le consensus. Si vous aimez véritablement le Cameroun, prenez des positions consensuelles. Ça vous honorerait. Vous ne pouvez pas rejeter ce qui est bien parce que vous voulez démontrer que c'est vous. Démontrer quoi? Pour quel but? D'autres ont dit que Maurice Kamto, il compromet sa future candidature à l'élection présidentielle. Mais même à la future élection présidentielle, si le même code est maintenu, mais il ne gagnera pas. À quoi ça sert donc? De participer pour participer? Même s'il gagne dans les urnes, mais il ne gagnera pas, parce qu'on ne proclamera jamais. On va proclamer quelqu'un qui est issu du mouvement, affilié au pouvoir, qui contrôle les manettes du pouvoir. Donc, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun préjudice. Et en plus, le fait n'est pas d'être seulement président de la République. On devient président pour faire quoi? On peut changer les choses sans être président de la République. La position qu'il a prise là aujourd'hui, vous croyez qu'elle n'aura pas d'impact? Elle aura un impact. Et ceux qui prétendent que c'est le même code électoral qui va continuer jusqu'en 2025, vous vous trompez. Ce code électoral ne va pas survivre. Nous allons le remettre en question par tous les moyens, sauf la violence. Nous allons utiliser tout ce qu'il faut pour que nous ayons un code électoral véritable, démocratique au Cameroun. Nous sommes Camerounais. Personne n'est plus Camerounais que l'autre. Donc ce code électoral-là, apprenez à dire adieu. Ce code électoral qui interdit le contentieux, on ne peut pas contester les résultats d'une élection. Ce code électoral qui fait de l'ECAM le chargé de la logistique et des commissions départementales et des commissions mixtes, la commission nationale de recensement des votes, des structures administratives qui comptabilisent les votes. Vous voulez qu'on accepte ça? Et l'ECAM n'a aucun pouvoir. Et l'ECAM a quel pouvoir? Et l'ECAM ne compte pas les bulletins de vote. Quand vous votez, qui compte? C'est la commission départementale mixte qui comptabilise les votes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui dresse le procès verbal. Et c'est ce procès verbal-là qui est lu par le Conseil constitutionnel, tout simplement. Il passe devant la Commission nationale de vote pour vérifier s'il y a des erreurs. Et ces commissions départementales mixtes-là, elles sont composées de qui? Elles sont composées de l'administration territoriale. Vous avez lu, allez sur le site Télécam. Vous allez voir, ils ont publié le dernier rapport des élections. Ils demandent qu'on définisse les fonctions de l'administration. Et que, en quelque sorte, ils disent que l'administration influence beaucoup sur le processus électoral. La commission nationale mixte, elle est composée de qui? Elle est composée d'un magistrat qui ne statue pas en tant que juge, mais en tant que fonctionnaire, individu. Imaginez-vous un magistrat qui décide de ne pas dire la vérité, d'écrire ce qui est vrai, de dire que non, ce n'est pas le RDPC, c'est plutôt le MSC qui a gagné. Ce magistrat-là va encore rester là. Il sera sanctionné parce qu'il est nommé par le pouvoir exécutif. Donc on donne l'impression que c'est un magistrat, mais ce n'est pas une juridiction qui statue pour comptabiliser les votes. C'est un magistrat qui est président, mais ce n'est pas le tribunal qui est président, qui préside. Donc ça ne se passe pas devant un tribunal où il y a une contradiction, où les parties apportent des arguments, des contre-arguments. Non, ça se passe dans un bureau quelque part. Cette commission-là peut me siéger dans un hôtel, dans une salle X, Y. Et c'est cette commission mixte départementale-là qui comptabilise donc les votes. Tous les résultats des bureaux de vote les compilent et dresse un procès verbal
que voilà, les fameux 32 PV hein, qui ont fait l'objet. C'est ça, c'est les commissions mixtes départementales qui les dressent. Et ces commissions-là, donc il y a le président, il y a 5 membres, je crois 5 membres de désignés par l'administration territoriale, un représentant de parti politique et je crois 3 membres de l'ECAM. Et l'ECAM est membre de ces commissions. Ce n'est pas l'ECAM. Quand j'entends dire l'ECAM n'a pas de pouvoir. L'ECAM n'a aucun pouvoir. Et c'est ces commissions mixtes-là présidées par le président du tribunal de grande instance du département, 5 membres de l'administration de l'ECAM qui décident du procès verbal. Regardez, faites un peu, essayez un peu de voir, faites le ratio. Vous allez vous rendre compte que s'il faut décider là-bas, l'administration sera majoritaire. Et ils vont adopter le procès verbal. Et c'est celui-là qu'on va remettre donc à la Commission nationale de recensement de vote à Yaoundé, qui est aussi composé d'un magistrat du Conseil constitutionnel, qui en réalité est un magistrat. Mais il ne statue pas en tant que magistrat du Conseil constitutionnel à ce moment-là. Non, il statue en tant qu'individu. Le président est sommet. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, hein? Non. Et l'entourloupe dans tout ça, c'est qu'on fait siéger cette commission-là dans un bureau Conseil constitutionnel pour donner l'impression que ça se passe au Conseil constitutionnel. Non, ça ne se passe pas au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas une juridiction, c'est une structure ad hoc administrative. Et c'est cette structure-là maintenant qui va donc valider les procès-verbaux qui sont venus dans les brousses, pardon, excusez-moi, qui sont venus des départements et qui met dans l'enveloppe ferme et remet au Conseil constitutionnel qui va maintenant les lire en audience solennelle. Il n'y a pas possibilité de contester ces élections. Vous allez contester où? Les résultats, vous les contestez où? Le MRC, c'est pour ça que le MRC au dernier Conseil constitutionnel, avait tout simplement utilisé une stratégie pour amener quand même le débat. Mais qu'est-ce que le président Atangana a dit? Moi, je n'ai pas à statuer sur ça ici. Et il avait raison sur le plan du droit. Il avait raison. Puisqu'il n'avait pas, le président Atangana, le Conseil constitutionnel n'avait pas les PV. Vous avez vu que c'est le juge Sommet qui a ramené les PV. Parce que c'est lui qui les garde et qui va remettre ça au Conseil constitutionnel, qui va tout simplement les proclamer. C'est comme un jury d'examen. Un jury d'examen statue et on remet à quelqu'un qui vient lire à la radio. Donc le Conseil constitutionnel est là pour lire les résultats des élections législatives et présidentielles. Le Conseil constitutionnel ne peut pas avoir un débat devant le Conseil constitutionnel sur les PV, sur les résultats. Ce n'est pas possible. La loi ne prévoit pas ça. Vous allez contester quoi? La seule chose que vous faites devant le Conseil constitutionnel, c'est que vous pouvez dire que oui, on n'a pas pu voter. Il y a eu bourrage des urnes. Il y a eu ceci, des irrégularités le jour du scrutin. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez 72 heures pour déposer vos recours. Au moment où vous déposez vos recours, on est encore en train de comptabiliser au niveau des commissions départementales les votes. Donc vous allez contester quoi? Et le Conseil constitutionnel doit statuer sur la requête et non ce qui vient s'ajouter à la requête. Donc quand vous déposez, au moment où vous déposez la requête là, vous n'avez pas les PV, les PV, parce que les commissions départementales n'ont même pas souvent commencé leur travail, ou alors sont en train de travailler. À quel moment vous allez contester les résultats? Vous voulez qu'on aille avec ce code électoral? On va avec ça où? Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Arrêtez avec ça. Participer aux élections, ça c'est un gros mot pour les Camerounais. Avec ce code électoral, c'est un gros mot, c'est un mensonge. Il n'y a pas d'élection. Donc il est question d'adopter un code électoral consensuel. Ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question de consensus. La République, c'est des consensus. La République, c'est des consensus. C'est sur cette base que fonctionne la République. Allez dire dans la République de Platon. Dans cette Grèce antique, on parlait de démocratie directe. Le peuple venait. Et là, on discutait. Les gens, vous levez le doigt, vous argumentez. Et on trouvait un consensus par des élections. Une position consensuelle.
Et quand la majorité avait donc adopté ce consensus-là, ça devenait la loi de tout le monde. C'est ça. C'est ça la démocratie. Elle est belle la démocratie. Il ne s'agit pas de dire que oui, on va montrer à tel. Mais attendez, il y a même quel triomphe ou quelle gloire à démontrer que le pouvoir va montrer à Kamto ou bien à X ou Y. Le pouvoir, les armes. Le pouvoir, la puissance publique. Le pouvoir, la preuve, on l'a arrêté quand ils ont voulu l'arrêter. Mais il n'y a aucune victoire. Il n'y a même pas à s'en féliciter, à dire que oui, le pouvoir a montré à tel. Montrer quoi? À un citoyen? Enfermer quelqu'un, c'est quoi? C'est tout à fait normal. Si j'arrive au Cameroun, on m'arrête, on m'enferme. Il y a quelle victoire? Ils ont la puissance publique. Ceux qui ont l'armée et les armes, vous allez faire quoi? Ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous que la République a trouvé un consensus. La question anglophone a été réglée. Ah, c'est merveilleux, ces gens de Yaoundé là. Ces gens du pouvoir là, ils ont vraiment, c'est des gens qui maîtrisent, qui savent gérer le pays. C'est ça qui est le mérite. Il n'y a aucun mérite d'avoir des armes, d'avoir la puissance publique, de l'arrêter tel. Moi, j'ai entendu à Tanganji parler dernièrement des opposants. Lorsqu'il était en réunion avec les gouverneurs, je me suis posé des questions. Je n'ai rien contre mon beau-frère d'ailleurs. Parce que c'est mon beau-frère. Mais, on ne parle pas comme ça aux opposants dans une république. Ça veut dire qu'on écarte l'esprit consensuel. L'opposition a une place dans la constitution du Cameroun, je l'ai dit. Allez voir les partis politiques. Leur rôle, c'est reconnu par la constitution. Donc, il ne s'agit pas d'une épreuve de force, de bras de fer, mais il s'agit de doter du Cameroun, de doter notre pays d'un instrument de démocratie, un code électoral consensuel. Il s'agit pour notre pays d'être solidaire de ce qui se passe dans la zone anglophone. Nous devons appeler nos dirigeants à comprendre l'importance de ce dialogue. Il ne s'agit pas des grands assises, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je veux des négociations directes. Que j'apprenne ce matin ou demain matin que le président Paul Biya ou une délégation du gouvernement camerounais a rencontré M. Sissoutou Tabé Ayoub et ils ont signé un document. Ça se passe partout. En Casamance, là, au Sénégal. Les sécessionnistes là, une vieille sécession. Il y a eu des morts. Ils ont signé des documents. Ils ont signé des documents. Le Sahara occidental et le Maroc, ils se sont retrouvés à Rome, ils ont signé un accord. À Genève, ils avaient signé un accord de cesser le feu. Ils se sont entendus. Ce n'est pas pour dire que oui, on ne discute pas avec les terroristes. Ça, ce n'est pas le même contexte. Vous voyez, regardez très bien. Au Cameroun, on les appelle des terroristes. Mais la communauté internationale ne les appelle pas des terroristes. On les appelle des sécessionnistes. Ou des nationalistes. Ou des indépendantistes. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais au Cameroun, ils sont considérés comme terroristes. Non. Ils posaient des actes abominables, graves. Mais, parce que la paix n'a pas de prix, on est obligé de négocier. On est obligé de négocier. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est parce que on est responsable. On ne veut pas que la mort continue. On ne veut plus qu'ils continuent à s'aimer la mort. Ils ont montré leur capacité de nuisance. Nous devons le reconnaître. Il n'y a pas de faiblesse à reconnaître qu'ils ont une capacité de nuisance. Allons négocier. C'est pas, oui, d'autres personnes vont vous dire que avec tous, ils ont tué tel, ils ont tué la jeune femme avec l'enfant, ils ont l'autre. Oui, mais le problème c'est que ça ne doit plus continuer. Est-ce que vous voulez que ça continue? C'est des gens sans foi ni loi qu'on doit ramener à la raison en négociant avec eux. Les FARC en Colombie, il y a eu des négociations. Ils ont même participé aux élections. Nous ne serons pas les premiers à le faire.
Nous ne serons pas les derniers à le faire. En Centrafrique, les mouvements Séléka, anti-Balaka et le pouvoir, il y a eu des rencontres, ils sont en train de négocier. C'est pour ça qu'il y a une petite accalmie là-bas. Donner des postes de députés aux individus, aux uns aux autres, n'est pas important. Franchement, ce n'est pas important. Et quand on se rend compte que ces élections vont confirmer le fait que nos frères anglophones n'ont pas la même importance que nous, les francophones. C'est le sentiment, c'est un sentiment légitime de penser que pendant que je pleure, mon frère, lui, il mène sa vie comme si de rien n'était. Qu'est-ce que je penserais de ce frère? Je penserais tout simplement que ce frère-là ne m'aime pas. C'est ce que je vais retenir. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, chers compatriotes, partagez cette vidéo. À 16 h, je serai en direct sur un autre site parce que je vais procéder à cette œuvre didactique, tout simplement, pour appeler les Camerounais à aimer ce qui est juste, à ne pas s'accommoder du mensonge, de la fraude. Je vous remercie.